Et voilà donc pour ce documentaire d'Hervé Martin Delpierre, Sport, Mafia et Corruption, qui est vraiment très instructif et qui l'est encore plus après les dernières révélations d'Europol. Plus de 400 joueurs, très exactement 425 joueurs, arbitres, dirigeants de clubs, ont truqué 380 matchs dans des pays comme l'Allemagne, la Turquie, la Suisse, il pourrait y en avoir d'autres, et pas des petits matchs, parce qu'il y en a même de qualification de la Coupe du Monde. Et si vous y ajoutez le handball et toutes les questions qu'on se pose sur l'affaire des paris suspects de Montpellier, si vous y ajoutez toutes les questions que France Football pose sur le choix du Qatar pour organiser la Coupe du Monde, le Qatar Gate, eh bien vous arrivez directement, tout droit, à la question dont nous allons débattre. L'argent qui finance le sport, va-t-il le tuer ? Jean-François Villotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Autrement dit, vous êtes le grand gendarme des paris sportifs. Question très concrète, pour entrer directement dans le sujet. Un joueur, un arbitre qui truque un match, voilà. Qu'est-ce qui peut lui arriver comme sanction ? Écoutez, c'est délictuel. C'est délictuel en France depuis février 2012, puisqu'il y a un délit de corruption sportive. Ça ne l'est pas partout. Donc aujourd'hui, le code pénal, en tout cas le code pénal français, traite pour ce que c'est, c'est-à-dire un vrai délit, avec des peines qui sont celles de la corruption, c'est-à-dire 5 ans de prison potentiellement. Très bien. Et un parieur qui achète l'arbitre ou le joueur pour truquer le match, qu'est-ce qu'il risque ? Eh bien ça, c'est de la corruption active, donc ce sont les mêmes peines qui sont encourues. Vous êtes le grand gendarme, c'est-à-dire vous surveillez les parieurs, les joueurs, vous surveillez aussi les sociétés qui proposent des paris sportifs. Vous avez autorisé en France combien de sociétés à proposer des paris sportifs ? Écoutez, il y a une dizaine d'opérateurs en France qui proposent des paris sportifs. Juste une précision parce qu'elle est importante. Le rôle de l'ARJEL, c'est d'assurer de la transparence pour les paris sportifs enregistrés en France. La question de la sincérité des compétitions organisées en France est différente puisqu'elles sont objet de paris enregistrés hors de France. Et pour un montant très significatif, si vous prenez le tournoi de Roland-Garros, vous avez 13 millions d'euros qui sont enregistrés en France par les opérateurs dont nous parlons, qui sont transparents et régulés par l'ARJEL. Dans le même temps, vous avez 250 millions d'euros qui sont enregistrés sur un site d'échange betting, une bourse de paris en Grande-Bretagne, et vous avez de l'ordre d'1,5 à 1 milliard d'euros d'enregistrés sur l'événement partout dans le monde. Donc le vrai sujet de la sincérité, il appelle les réponses internationales, c'est ce que montre Europol. Est-ce que vous savez combien il y a de Français qui jouent sur vos sites à vous et de Français qui jouent sur les sites de paris étrangers ? Alors écoutez, sur les sites agréés en France, il y a chaque semaine régulièrement environ 150 000 personnes qui parient. Il y a plus de 3 millions de comptes joueurs qui sont ouverts mais qui ne sont pas actifs chaque semaine. Dans le monde, nous pensons que en France, les opérateurs illégaux sont devenus marginaux. Bien, il y a probablement de l'ordre de 10 à 15% d'offres illégales de paris sportifs en France. Le vrai enjeu, c'est tous les paris qui sont enregistrés hors de France et quelquefois dans des pays qui n'ont absolument pas de régulation ou des régulations très faibles. Bon, on va débattre de ça et d'autres choses avec tous ceux qui sont autour de cette table. Pim Verschuren, bonjour. Bonjour. Vous allez être très utile au débat parce que vous venez de faire un livre blanc avec Pascal Boniface sur le sport et la corruption et vous posez cette question, comment préserver l'intégrité du sport ? Monsieur Bailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur et ça tombe bien pour nous, mais le Sénat a décidé de se saisir lui-même, lui aussi, de cette question, puisque la Commission de la Culture a créé, à votre initiative, un groupe de travail sur l'éthique sportive. C'est la même question. Dans un instant, se joindra à nous un acteur du football, Christophe Boucher, un acteur parce qu'il a dirigé un club. Et quel club ? Il a été le président de l'Olympique de Marseille. Il a été aussi le directeur général d'une très importante société de marketing et de droit dans le sport. Mais naturellement, je vais commencer avec vous, Hervé Martin Delpierre, puisque vous êtes l'auteur, le réalisateur de ce documentaire. Dans les paris sportifs, vous avez commencé par quel sport ? Vous êtes arrivé à ce sujet par quel sport ?
Je ne suis pas arrivé à ce sujet par le sport, je suis arrivé à ce sujet par la criminalité financière, puisque c'était ça qui m'intéressait. Et c'est un chiffre qui m'intéressait, c'était d'apprendre quelles étaient les sommes en fait investies par le crime organisé mondial dans les paris sportifs pour blanchir son argent sale. Donc c'est par ce biais-là que je me suis intéressé aux paris sportifs et j'ai découvert effectivement que le sport qui était le plus touché, parce que le plus populaire en matière de paris sportifs, c'était le football. Et que le football, effectivement, depuis 3-4 ans, a en Europe différents procès qui sont soit pour certains en cours, comme en Italie, où c'est toujours le cas, ou clos, comme à Borum en Allemagne ou en Finlande. Et ces procédures ont permis de commencer à comprendre comment le crime organisé international, partant de flux financiers qui viennent des triades chinoises ou de celles de Singapour, ont passé des accords avec des mafias locales dans les Balkans, en Italie, turques, albanaises, en Angleterre, avec des triades chinoises qui se sont implantées depuis quelques années. Et comment tout ce monde arrive à fonctionner, à la fois de trouver des joueurs pour corrompre, mais c'est ça qui frappe le plus dans votre documentaire. Joueurs, arbitres ou autres, et faire que ces flux financiers vont comme des boules de neige monter en cascade et rapporter énormément d'argent à l'arrivée. Et on en arrive effectivement, comme le montre le film, et comme l'explique très bien le juge d'instruction Salvini, qui a peut-être, à mon sens, le plus gros procès en cours aujourd'hui dans le monde sur des matchs truqués, puisqu'il a pu, grâce à des écoutes téléphoniques et un travail qui a duré 2 ans, tout remonter toute la chaîne, et bien, il a réussi à démontrer que, par exemple, sur un simple match de 2e, de 3e division italienne, on avait jusqu'à 23 millions d'euros de pariés sur un match où il y avait 1000 personnes dans le stade. Mais ce qui est le plus étonnant dans votre documentaire, c'est que vous ne parlez presque que du football et que pratiquement tout le documentaire se déroule en Asie, alors que jusqu'à preuve du contraire, les Chinois ne sont pas réputés pour leur équipe de football. C'est ça qui est le plus surprenant, le plus étonnant. Comment de Hong Kong, ou d'ailleurs, on arrive à truquer des matchs qui ont lieu à Munich, à Londres ou chez nous. Alors avant ça, avant même d'envisager de le truquer, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce soit à Singapour, à Hong Kong ou dans toute la Chine continentale, le pari sportif est quelque chose d'extraordinairement populaire, bien plus populaire que chez nous, en France, où les chiffres, d'ailleurs, lors de la légalisation des paris, se sont avérés très décevants pour les opérateurs qui se sont installés sur le territoire français. En Chine, en Asie, globalement, le pari sportif est quelque chose d'incroyablement populaire, et le sport qui les intéresse le plus, c'est le football. Et là, je ferai juste un petit parallèle pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que les matchs truqués au milieu de ça, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez en fait une forêt gigantesque de parieurs, et dans cette forêt, il s'est avéré que pour les triades, pour les mafias, il était très simple de venir y cacher un arbre mort, parce qu'un arbre mort dans une forêt gigantesque ne se voit pas. Donc quand vous voulez blanchir 10 millions d'euros au milieu d'une masse financière qui peut monter jusqu'à 1,5 milliard pour une finale de Ligue des Champions, ben, c'est pas si compliqué que ça. Yves Verschueren, dans votre livre blanc, vous racontez que sur ces sites asiatiques, il n'y a pas que du chinois, hein, dites-nous un peu les parieurs qui sont sur ces sites. Énormément de gens parient sur ce site. Et c'est vrai qu'il faut se mettre à la place de l'opérateur. De quel pays? De tous les pays, mais sauf les pays où ils sont interdits, comme en France. On ne peut pas parier aujourd'hui sur des sites asiatiques qui ne sont pas licenciés par l'Argel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se mettre à la place de l'opérateur. Et lorsqu'il reçoit pour un match des millions, des dizaines de millions d'euros de mise, lorsqu'il reçoit 500 000 euros d'une seule personne égrenée, hein, forcément, il ne va pas sentir qu'il y a une corruption, qu'il ne va pas sentir qu'il y a quelque chose de frauduleux. Ou alors, pour lui, il ne va pas avoir de risque financier. Donc c'est pourquoi il accepte ces mises frauduleuses. C'est là où la corruption a sa source. Parce qu'aucun État ne l'empêche de le faire. En France, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas parier $1 million comme à Hong Kong aujourd'hui sur un match de football. Il y a des mises limitées, c'est des règles de base pour empêcher le blanchiment d'argent, et ces règles, qui sont parfaitement instaurées en Europe et surtout en France, n'existent absolument pas en Asie. Et le problème est là. Je vous ai vu un tout petit peu tiquer quand vous avez entendu dire voilà, les Français ne peuvent pas. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Hein. Non, je ne suis pas convaincu. Si vous voulez, moi, en tant que sénateur, mon état d'esprit, lorsque j'ai demandé la mise en place de ce groupe de travail, c'est qu'on voit bien, et vous l'avez évoqué dans votre propos introductif, que l'argent bouscule fortement le sport, l'éthique sportive, les compétitions, et donc sur les paris. Sur les paris, à partir du moment où on a décidé qu'effectivement en France on pouvait parier, qu'il y ait une autorité qui régule, qui surveille, le législateur, il est là pour encadrer
et pour sécuriser le dispositif. D'abord que la compétition sportive qui a été choisie pour le Paris se fasse encore une fois dans une éthique sportive complète, que le sport bien reste le sport, il y a un gagnant, il y a un perdant, et qu'un élément extérieur ne vienne pas bouleverser le résultat. Après, il y a de savoir sur quoi on parie. C'est une question encore qui est toujours d'actualité. Et alors moi, par rapport à la question que vous avez évoquée, je ne suis pas persuadé effectivement que la toile étant complètement ouverte, un parieur français ne puisse pas aller parier sur un site dit illégal. Et c'est ça mon problème aujourd'hui en tant qu'élu et parlementaire. Jean-François Villelotte, c'est un problème? Vous reconnaissez que c'est un problème, ça? Oui, évidemment, c'est un problème. Trois remarques. D'abord, il s'agit des paris sur Internet. Or, sur Internet, la prohibition, ça ne marche pas. Quand le marché s'est ouvert en 2010, en réalité, il y avait déjà des paris sur Internet. Et la Française des Jeux, le monopole, estimait ne représenter que 5% du marché. C'est-à-dire 95% du marché était dans l'illégalité. Donc, la première arme de lutte contre les opérateurs illégaux, c'est d'avoir une offre légale. Deuxièmement, cette offre légale, et le sénateur Bailly a tout à fait raison, il faut qu'elle soit vertueuse, parce que si on offre la possibilité aux parieurs de parier sur des opérateurs légaux, si leur offre n'est pas plus vertueuse que celle des opérateurs illégaux, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut contraindre l'offre, il faut limiter le champ de l'offre de paris, c'est ce que nous faisons en tenant la liste des paris autorisés. Troisième élément, s'agissant de l'offre illégale, il n'y a pas de moyen à 100% efficace pour lutter contre l'offre illégale. Donc c'est un équilibre, c'est une offre légale, c'est le blocage des sites illégaux, c'est le blocage des flux financiers, c'est l'action pénale. Il faut que l'ensemble soit mobilisable et après on recherche un point d'équilibre. C'est ça la réalité de l'Internet. Bailly, vous pensez qu'on doit pouvoir empêcher ça? Écoutez, c'est effectivement dans la conclusion du président à l'instant, je crois que nous devons sécuriser le dispositif complètement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc le groupe de travail qui auditionne depuis plusieurs mois a mis en place sur la table quelques pistes. C'est effectivement, alors la toile elle est ce qu'elle est, mais on doit quand même être capable de pouvoir éviter à des parieurs français de pouvoir aller sur des sites dits illégaux. Même si c'est compliqué, il y a la loi Hadopi, on me fait remonter effectivement pas mal d'interventions, mais moi je dis il faut d'abord regarder là-dessus. Ou alors, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas le droit de parier, et c'est effectivement les transactions financières de banque à banque qui sont bloquées. Aujourd'hui, en France, cette piste-là n'a pas été étudiée. En tout cas, moi, j'ai travaillé sur les groupes de travail qui ont déjà élaboré quelques lois, d'ailleurs, projets de loi. On n'a pas été dans cette direction. Aujourd'hui, pourquoi pas? C'est effectivement le point d'interrogation. Pourquoi pas? Éviter aux parieurs d'aller sur des sites illégaux ou alors bloquer les transactions financières de banque à banque. Alors, il y a une procédure de blocage des flux financiers. Elle n'est mobilisable en France que depuis peu. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut passer par le juge, c'est ça. Mais nous le faisons d'ailleurs. Nous venons récemment de le faire à l'encontre d'opérateurs. Vous évoquez le marché des États-Unis comme on a évoqué le marché asiatique chinois, par exemple. Ce sont des marchés prétendument fermés. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est qu'en réalité, ces marchés sont censés être fermés aux paris sur Internet. En réalité, ils sont ouverts. Oui. Le marché chinois est prétendument fermé. En réalité, il n'existe pas officiellement. En réalité, il y a des paris sportifs sur Internet en Chine et massifs, et il y a des opérateurs. Sur quel site il y a le plus de paris sur nos propres matchs de championnat? Est-ce que vous êtes certain que ça soit sur les sites légaux? De France, oui. De France, oui. À l'étranger, non. On ne le sait pas aujourd'hui. On parie beaucoup plus sur les matchs de championnat en France, à l'étranger, qu'en France. Oui, il y a une lacune fondamentale et sur laquelle il faut peut-être insister. Le mouvement sportif français aujourd'hui n'a pas mis en place de dispositif pour s'intéresser aux paris qui sont enregistrés hors de France sur ces événements. L'Argel ne contrôle que les paris enregistrés en France. Et donc il n'y a pas de plateforme nationale. Et ça, il est urgent de la mettre en place. Ça, ce sera une piste. Sur les derniers Jeux Olympiques, la société qui était chargée de contrôler toutes les épreuves sportives a admis dès le départ qu'il n'allait pouvoir contrôler que 10% des flux financiers pendant tous les Jeux Olympiques sur tous les paris effectués. Donc on n'a aucune visibilité des paris qui existent dans le monde aujourd'hui. C'est aussi un élément important de savoir, c'est une des premières questions. Lorsque j'ai auditionné, je me suis dit, bon, est-ce que nous savons effectivement le nombre de paris sur des compétitions organisées en France? On me dit non, la réponse est non. Bon, donc effectivement, c'est cette plateforme nationale que nous avons déjà eu l'occasion d'échanger. Il faut que cette plateforme soit mise en place et qu'on sache, opérateur avec agrément ou pas, qui parie et sur quelle compétition en France. Pour prendre toute la mesure du sujet, je vous propose de réécouter ce que disait au début
documentaire Platini. C'est un combat, c'est vrai que je fais un appel aussi aux joueurs, parce que les joueurs, c'est les protecteurs du jeu. On peut penser qu'en période de crise, dans des compétitions mineures, dans beaucoup de pays où les salaires ont du mal à être versés, que certains, éventuellement joueurs, essayent d'avoir des compensations financières parce qu'ils ont des soucis. Ça, on le comprend, mais de toute façon, ça sera tolérance zéro. Le jour où ils seront pris, out. Footballeurs, arbitres, entraîneurs, dirigeants, tout le monde dehors. Ah, c'est très intéressant de réécouter Platini parce qu'il dit tolérance zéro, mais avant, il commence par dire on peut comprendre un joueur qui accepte des compensations financières parce qu'il a des soucis. Christophe Boucher, bonjour. Bonjour. J'ai annoncé que vous alliez vous joindre à nous, vous qui êtes un acteur du football. Vous comprenez, vous aussi, les joueurs qui cèdent aux tentations? Non, on n'a pas le droit de les comprendre, mais en fait, peut-être que je ne sais pas dans quelles conditions les propos avaient été recueillis, c'était public, mais on peut comprendre qu'il y a un mécanisme qui les pousse à faire ça. D'ailleurs, c'est très bien décrit dans le film. S'il est très bien décrit dans le film qu'on peut pousser les acteurs du sport contre leur volonté à faire ça. Attendez, il y a une phrase dans le documentaire qui est extraordinaire. Aujourd'hui, perdre un match peut rapporter beaucoup plus d'argent que le gagner. C'est ça la tentation. Oui, hein. Et elle est réelle. Non. Elle est pas. Le problème, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas dire parce que des paris truqués, il y a des matchs truqués, c'est vieux comme le sport, que le sport est passé de l'autre côté de la force. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette phrase, je l'ai notée, moi, j'ai noté sur mon cahier en regardant le film. Tout le monde l'a noté. À l'encre rouge, elle ne me semble pas vraie. Elle ne me semble pas vraie. On ne peut pas dire ça aujourd'hui des acteurs sportifs. Vous avez. Je ne sais pas le pourcentage, mais une bonne partie des acteurs sportifs qui rentrent sur un terrain pour gagner le match. Parce qu'ils font du sport pour gagner, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et là, j'ai une petite divergence. C'est pas forcément l'argent qui corrompt, c'est aussi la victoire. Du temps du sport avant-guerre, après-guerre, quand il n'y avait pas d'argent dans le sport, il y avait des matchs truqués, il y avait des courses frelatées, il y avait du dopage, il y avait tout ça. C'est l'envie de victoire. L'homme, il a envie de victoire. Mais parce que Pim Verschuren, il raconte dans son livre blanc une histoire que tout le monde connaît, qui est arrivée à l'OM bien avant votre époque, hein, face à Valenciennes. On la connaît par cœur. Mais Valenciennes était certain de perdre, l'OM de gagner, et on a dit aux joueurs. Mais c'était pas lié. C'est quand même mieux d'avoir un peu d'argent quand on est sûr de perdre. Hein. C'est ça le problème. C'est classique, c'est ces cas-là qu'on parle depuis très longtemps, mais c'est pas lié au paris sportif. Ce cas-là, c'est une affaire juste pour. Oui, mais sur la tentation, elle est là. Elle est là, bien sûr, bien sûr. Non, mais elle existe depuis que le monde est monde. Mais on ne peut pas dire du sport en général, Jean-François Villot qui était dans le sport longtemps aussi, on ne peut pas dire que parce qu'il y a des cas comme le match MVA, sincèrement celui-là je le connais par cœur, je crois que je le connais seconde par seconde, donc on ne peut pas dire qu'il y a des matchs qui est le MVA qu'il y a des matchs truqués tous les samedis. C'est pas possible, on peut pas faire des généralités comme ça. Alors, attendez, Jean-François Villot, dites-nous là, en ce moment, vous travaillez à la tête de l'Argel sur combien de matchs? Vous avez des doutes sur combien de matchs? Écoutez, vous enquêtez sur combien de matchs? Nous émettons un certain nombre d'alertes. Il y a une vingtaine d'alertes par an, mais on émet des alertes sur le marché qui est l'un des marchés les plus régulés. Donc je pense que ça n'est pas sur le marché français des paris enregistrés en France qu'on peut trouver les plus grosses affaires. Je crois qu'on n'est pas en désaccord avec ce que dit Christophe Boucher. Personne ne soutient autour de cette table que tout le sport est corrompu. Ce qu'on soutient, et je crois que c'est vrai, c'est qu'il y a un danger très important qui est la conséquence de la financiarisation du sport et de cet outil qu'est l'Internet et les paris sportifs, qui expose le sport à un risque nouveau, et il faut que le sport en prenne la mesure. C'est effectivement qui perd gagne. Bien. Et mais ce pourquoi risque-là, c'est sur le football qu'il y en a le plus? Ça n'est pas que sur le football. C'est beaucoup sur le football parce que le football, c'est le sport le plus médiatisé. Bien. Et si vous voulez manipuler un match en prenant des paris en Asie, en ayant des réseaux de corruption en Europe, en manipulant des matchs partout dans le monde, il faut que vous accédiez à des images et vous puissiez enregistrer vos paris en regardant, notamment en live betting, le déroulement de la compétition. Donc le foot est le plus médiatisé, donc le plus exposé au risque. Mais le tennis est très exposé au risque. Le tournoi de Sopot, avec la polémique autour de la défaite de Davydenko, montre que le tennis est très exposé. En 2007,
dans d'autres fonctions. Nous avions réuni les 10 meilleurs joueurs de tennis de France dans la perspective d'une campagne de Coupe Davis. 50% d'entre eux nous avaient dit avoir déjà été approchés. Dans les Jeux Olympiques, on a fraudé sur le badminton, hein, les Coréens. Mais ça n'est pas lié du tout au pari, là. Donc, voilà. Donc, je pense, évidemment, les paris sportifs n'ont pas créé la corruption dans le sport. Les paris sportifs sur Internet n'ont pas créé la corruption liée au paris. Les premiers procès pénaux, c'est en Angleterre au début du XXe siècle. Mais on a accru considérablement le risque, et donc il faut avoir des réponses adaptées. C'est un risque systémique pour le sport. Il y a des championnats qui en meurent. Le championnat de Corée du Sud, par exemple, de football, il y a plus de 40 joueurs qui sont impliqués. Le championnat professionnel de foot en Chine ne décolle pas pour différentes raisons, dont notamment la question de la corruption. Il y a des matchs, il y a des championnats qui sont complètement pourris, hein, Pim Verschuren. Oui, dans certains pays, il y a des matchs, des championnats, personne n'y croit, quoi. Oui, c'est comme le catch, là, pour le coup. En Asie, on parlait dans les Balkans aussi, où nous sommes allés dans le cadre de ce livre blanc. On a interviewé des entraîneurs qui nous disaient que dans les années 90, les stades étaient pleins, que les joueurs étaient populaires en Albanie. Aujourd'hui, les stades sont vides, il n'y a aucun sponsor dans les clubs qui luttent financièrement. Les joueurs s'en vont à l'étranger et les parieurs, les Albanais, s'occupent des matchs, des championnats occidentaux. La Russie, qui a été choisie pour la Coupe du Monde, c'est pourri le championnat russe, vous dites dans votre livre blanc. Ah bah, on ne dit pas que c'est pourri, mais on dit qu'il y a beaucoup plus de cas de corruption que dans les championnats occidentaux. Il y a beaucoup plus de cas... Ils viennent d'adopter une loi pénale très sévère, d'ailleurs. Oui. Ils veulent s'y atteler aussi. On verra quelles sont les conditions c'est en préparation de la Coupe du Monde. Alors, sur quoi on peut parier, sur quoi on ne peut pas parier? Parce qu'on peut parier sur beaucoup de choses, hein, Pim Verschuren. En France, on peut pas seulement parier sur le résultat. Dites-nous sur quoi on peut parier. Ah bah aujourd'hui, à l'échelle du monde, on peut parier sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, tout le monde le sait aujourd'hui. On peut parier sur le premier corner, la première touche, le premier avertissement, le premier remplacement. Aujourd'hui, au niveau mondial, je ne parle pas au niveau français. Le premier joueur qui va être expulsé. Par exemple. Et du coup, il y a de nombreux risques qui sont liés à ça. Mais aujourd'hui, les grands cas de corruption que l'on connaît, c'est surtout lié sur le nombre de buts dans le match, le score à la mi-temps et le score à la fin du match. Et aussi l'écart qu'il va y avoir entre le perdant et le gagnant, le nombre de buts d'écart. C'est les cas majeurs, les grands scandales qu'il y a eu actuellement, c'est surtout sur ces cas-là qu'on Est-ce que même en Europe, pour ça, les règles sont les mêmes? Non, il n'y a pas d'harmonisation de la régulation des paris sportifs. Le carton rouge... Vous pouvez en parier France, en Angleterre. c'est interdit. En France, c'est interdit parce que l'Argel l'interdit. C'est autorisé en où? Grande-Bretagne, par exemple, vous pouvez autorisé. parier sur les cartons rouges. En Italie, vous pouvez Sur les parier sur les corners, cartons rouges, premier etc., etc. Il n'y a pas de règles harmonisées. Et donc, nous sommes dans la même situation que la lutte contre le dopage dans les années 80. Il n'y a pas de règles harmonisées, il n'y a pas de convention internationale, il n'y a pas de droit communautaire. Christophe Boucher. Et il y a un outil puissant qui est Internet. Et il y a la technologie. La technologie qui a tout changé, comme dans beaucoup de domaines du crime. C'est vrai que l'Internet a donné sa pleine mesure au trucage des paris. C'était une industrie quelque part très pratiquée, artisanale, localisée. Elle est devenue mondiale, inhumaine, extraordinaire. C'est pour ça que Dominique Bailly, est-ce que vous faites... c'est une piste de travail sérieuse parce que effectivement, de pouvoir interdire à des parieurs français d'aller sur des sites dits illégaux et lorsqu'on sait tout ce qu'il peut y avoir derrière, c'est une question politique majeure. Alors, encore une fois, on a beau expliquer que tout ça, c'est de la grande liberté, que la toile... voilà, vent debout, on ne peut pas aller restreindre. Moi, je me pose la question, et à l'issue de ces auditions, et lorsqu'on sera amené, que je serai amené à présenter mon rapport, je pense que c'est une des pistes que je me permettrai de mettre en débat fort. Parce que on voit bien qu'effectivement, sur l'offre, en France, effectivement, tout ça est régulé, mais il y a aussi encore cette question, cette réflexion. Est-ce qu'on peut parier uniquement que sur le résultat final? Il n'y a plus de mi-temps, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de là. Est-ce que tout ça, dans l'éthique sportive, quand on voit l'arrivée de l'argent, parce que la discussion, bien sûr que tous les sportifs ne sont pas corrompus, mais manifestement, avec l'arrivée de l'argent ces dernières années, dans le sport en général, le sport professionnel en particulier, ça amplifie les risques, comme vous l'avez bien défini, Président. Donc, mais vous pensez, comme homme politique, que ça serait à la loi de le dire? Ben oui, parce qu'à un moment donné... Ça sera à la loi de le dire. Oui, à un moment donné, le législateur doit être là pour cadrer. Et après, il y a effectivement l'application du mouvement sportif, qui n'est pas, et je le dis encore une fois sans provocation,
Le mouvement sportif, dans sa gouvernance, n'est pas au rendez-vous des enjeux par rapport à ce sujet particulier qui est les paris sportifs. Parce qu'on auditionne des présidents de ligues et de fédérations, alors peut-être qu'effectivement sur certaines ligues, le rugby, le foot, où ils commencent à... Mais beaucoup de sports sont loin des problèmes rencontrés et qu'on évoque autour de cette table. Christophe Boucher, vous êtes là, ce que dit Dominique Bailly est très clair. Hein. C'est-à-dire les autorités sportives ne sont pas à la hauteur des risques. Alors c'est très clair et je suis pleinement d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec lui oui, pleinement. Vous qui êtes un acteur du monde du football. Mais je vais lui renvoyer... Les politiques peuvent servir. Alors là, moi je suis attendez, moi je suis pas de ceux qui pensent que les politiques ne peuvent pas servir. Loin de là. Au contraire. Mais je vais lui renvoyer la balle ou le ballon. Jean-François Villot a bien connu ça dans d'autres fonctions. Il faut aussi que le politique s'empare du sport. Parce que le politique, il faut que le politique, vous dites, il n'a pas la gouvernance attendue. Je suis pleinement d'accord avec vous. Et je vais même plus loin, il y a des problèmes d'extraterritorialité, c'est-à-dire les grandes institutions internationales qui sont passées dans des paradis fiscaux ou ailleurs où on ne peut pas les atteindre, qui posent un vrai problème. Les modes de désignation des présidents de fédérations internationales pose un énorme problème. Les présidents, les nominations de présidents de fédérations en France posent d'énormes problèmes. Alors je dis aux politiques, mais emparez-vous du système. Dites que le sport est important dans la société, dites-le. Je suis d'accord. Et dites, eh bien, écoutez, puisque le sport est important dans la société, non pas par sa valeur, parce que c'est un pourcentage extrêmement réduit du budget de la France, mais qu'il est important pour des raisons symboliques. Il est important pour des raisons de santé, de vivre ensemble, d'éducation. Tout ça, vous le savez. Tout ça, on le sait tous autour de la table. Sauf que depuis l'après-guerre, le politique, au sens large du terme, ne s'est pas emparé du sport. Les ministres des sports, je ne vais pas les noter, mais il y en a eu deux, Marie-Georges Buffet, un dans chaque camp, et Jean-François Lamour, qui ont essayé de faire quelque chose. Mais le politique, au plus haut du terme, la présidence de la République, puis le gouvernement, n'a jamais pris le sport comme un vecteur, n'a jamais pris le sport comme un moyen. Alors, c'est pour ça que je renvoie la balle, et je vous dis, vous avez entièrement raison, prenez-le à bras-le-corps. Alors on va voir, parce que Jean-François Villot, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que oui, je voudrais... Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense, d'ailleurs, l'une des conséquences des affaires de matchs truqués un peu paradoxales, c'est l'appel par le mouvement sportif aux autorités publiques, c'est-à-dire la fin du mythe de l'autonomie du sport. Il n'y a pas d'autonomie du sport, c'est une blague. De même qu'il n'y a pas de valeur naturelle du sport. Les valeurs du sport, c'est les valeurs qu'une société démocratique assigne au sport. Après, il faut se donner les moyens de les faire respecter. Le sport n'est pas vertueux par nature, il doit l'être. Et donc, il faut réfléchir à la gouvernance des institutions sportives. La deuxième remarque, c'est que la financiarisation du sport a fait que des masses considérables d'argent ont traversé des organisations peu professionnalisée, peu transparente. Et donc, il y a un vrai sujet, Christophe Boucher a raison de le souligner, de gouvernance du sport, au niveau national et au niveau international. C'est en partie vous, la gouvernance du sport à l'Argel? Non, c'est un sujet tout à fait différent. Mais c'est vous qui surveillez quand même si les matchs sont truqués, ou pas? C'est nous qui surveillons les paris enregistrés en France. Mais nous ne surveillons pas l'éthique des compétitions sportives. Ça, c'est l'affaire du mouvement sportif. Et ma troisième remarque, très courte, c'est pour réagir, non pas pour les contredire, mais pour aller dans le sens du sénateur Bailly, en apportant une nuance tout de même. C'est la réalité de l'Internet. On ne peut pas, à 100%, fermer la possibilité d'accéder à des sites illégaux. C'est pas possible. Ou alors on s'appelle la Corée du Nord, on ferme tous les tuyaux de partout. Dans une société démocratique, on peut pas. Donc il faut rechercher un point d'équilibre. Et le meilleur point d'équilibre, c'est qu'il y ait une offre légale, transparente, vertueuse, mais attractive. Sinon, vous précipitez les parieurs vers les sites illégaux. Donc attention à ne pas trop limiter l'offre parce que ça aurait le résultat paradoxal de faire renaître l'offre illégale. Nous sommes dans l'économie numérique, il n'y a pas de prohibition qui tienne, il n'y a pas de frontières qui tiennent, c'est la recherche d'un point d'équilibre. Actuellement, on ne sait même pas quand on regarde un match, si sur ce match, il y a des paris ou il n'y a pas de paris. Ça serait bien de le savoir, non? Écoutez, moi j'ai été surpris lorsque j'ai auditionné le président et qu'il m'a évoqué cette... Moi je pensais, mais comme profane, qu'effectivement nous avions cet outil. Le président m'a dit mais non.
Cette plateforme, je l'ai préconisée, je l'ai proposée, mais effectivement, on ne l'a pas encore formalisée. Donc ça va être, je peux vous dire, aussi un axe fort. fort. Dans l'affaire de Montpellier du handball, là, c'est pas des paris en ligne. Imaginez que vous regardez un match ou une compétition, bah oui, là c'était du dur, c'est des paris en dur, mais c'est pareil. C'est-à-dire c'est des paris où physiquement il faut se déplacer. Mais en France, on n'a pas cette transparence. Effectivement, lorsqu'une compétition se déroule, on doit savoir si des paris ont été organisés sur le résultat de cette compétition. Et c'est pas possible aujourd'hui. Concrètement, c'est quoi la différence? L'affaire de handball, c'est paradoxalement une bonne nouvelle. C'est paradoxalement une bonne nouvelle pour deux raisons. D'abord parce que ça a été décelé. Ça prouve que la vigilance de la Française des Jeux, dans le cas d'espèce, c'était pas l'Argel, n'a pas été prise à défaut. Et deuxièmement, la règle qui consiste à interdire à un compétiteur de parier sur une compétition auquel il participe, qui paraît une règle de bon sens, eh bien, il a fallu attendre la loi de 2010 pour que cette règle existe. Dit autrement, le mouvement sportif ne s'était jamais préoccupé de cette question. On aurait pu attendre du mouvement sportif qu'il s'en préoccupât sans que le législateur ait à intervenir. Il ne l'avait pas fait. Mais vous entendez ce que disent les joueurs de Montpellier, Dominique Bailly, actuellement. Ils ont été suspendus par leur fédération et leurs avocats, ils disent c'est scandaleux parce que la justice ne s'est pas prononcée. C'est à la justice de se prononcer, c'est pas... c'est justement lorsque j'évoquais l'implication du mouvement sportif. Quand on peut entendre une telle réponse, alors d'un avocat, bien sûr, c'est normal. Mais qu'un compétiteur qui a parié soit suspendu par sa fédération, eh ben c'est tout à fait normal. Encore, il faut regarder dans le règlement intérieur de la Fédération française de hand, c'est sur les... pas parfait. Voilà, puisque effectivement... Il n'y avait pas d'interdiction formellement inscrite. Mais la loi le précise. Mais il peut y avoir un débat. Donc moi, c'est tout à fait normal qu'un joueur soit suspendu. On peut même aller plus loin. Vous savez, la parole, il faut aller la porter aussi. Moi, j'ai été interpellé quand le sélectionneur Onesta a sélectionné Karabatic à un moment donné. Alors, on peut dire effectivement la justice n'est pas passée, mais quand il y avait quand même des faits qui étaient établis. Quand on parle d'éthique sportive, vous voyez, à un moment donné, il faut aussi que la gouvernance des fédérations soit au rendez-vous. Et c'est pas, je veux pas taper sur cette gouvernance, mais elle n'est pas au rendez-vous manifestement. Et ça, c'est le législateur qui doit. Je voudrais qu'on réécoute ce que disait dans le documentaire un grand flic, le commissaire divisionnaire Jean-François Guéraud. Beaucoup d'États et beaucoup de fédérations sportives à travers le monde ont été lentes à comprendre et à percevoir la dimension frauduleuse de beaucoup de sports contemporains. Ça s'appelle tout simplement l'aveuglement. Sans avoir une vision trop idéalisée de ce qu'a été le sport dans la période prémoderne ou sous l'Antiquité, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ces activités professionnelles, sportives professionnelles, deviennent de plus en plus un spectacle. Et quand un sport devient un spectacle, il connaît une forme de dégénérescence, de corruption. On a un exemple caricatural avec le catch. Aujourd'hui, plus personne ne pense que le catch n'est autre chose qu'un vaste trucage, une vaste dramaturgie un peu comique, très sympathique à regarder, mais ça n'est rien d'autre. Ça, c'est l'enjeu, hein, Jean-François Villelotte. Si le football devient le catch, il n'y a plus de football. Il n'y a plus de sport. Vous avez parfaitement raison, et c'est le vrai danger que font courir les paris sportifs, parce que la corruption en lien avec les paris sportifs, c'est une corruption pour perdre. C'est donc ce qui a été dit, c'est le jeu qui perd gagne. Bien, c'est beaucoup plus dévastateur pour les valeurs que l'on souhaite assigner au sport que paradoxalement le dopage, parce que dans le dopage, vous vous dopez pour gagner. Je veux dire, c'est tout à fait condamnable, c'est condamnable à tout point de vue, y compris pour la santé publique, mais du point de vue de l'essence des valeurs du sport, ou en tout cas celles qu'on assigne au sport, corrompre pour perdre, qui perd gagne, c'est extrêmement dévastateur. Le catch est aujourd'hui en droit français un art du cirque, donc il ne faudrait pas que le foot devienne un art du cirque. Christophe Boucher, dites-nous tout. Est-ce qu'on peut acheter la Coupe du Monde comme on achète des matchs? Qu'est-ce que vous pensez du Qatargate? Là, on s'éloigne. Mais pour répondre... Vous répondrez quand même. Oui, je répondrai aux fonctionnaires de police. Parce que moi, à mon avis, on ne s'éloigne pas vraiment. Pour revenir, c'est un sujet qui est vraiment, je trouve là qu'on touche au sujet fondamental, qui est
de la gouvernance et ce que dit le fonctionnaire de police. Il dit les fédérations, on peut dire aussi les clubs, mais les gens ne se rendent pas compte, ne se rendent pas compte. J'ai dirigé le plus gros club de foot de France, ne se rendent pas compte à quel point ce sont de toutes petites entités, avec très peu de moyens, avec très peu d'hommes, avec beaucoup de bénévoles. Le sport, la gouvernance du sport, elle est, à part la FIFA et le CIO, elle est souvent extrêmement désemparée. Il faut voir en France ce qu'on demande à un club de football. On lui demande énormément de choses qu'on ne demande à personne d'autre. Or, le club de football, par exemple, en France, c'est une toute petite PME qui bosse avec, hors les joueurs, quelques dizaines de personnes. Et on lui demande de surveiller les problèmes d'éthique, les problèmes de dopage, les problèmes de supporters dans son stade. Et il faut voir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je renvoyais la balle aux politiques de façon assez sympathique et constructive en disant le sport, il souffre, il est en danger. Vous avez raison. Face au Qatar, est-ce que la FIFA est désemparée? Alors, est-ce que le Qatar a acheté la Coupe du Monde? Désolé, je vais vous faire une mauvaise réponse qui va vous renvoyer, parce que moi j'ai renvoyé dès le premier jour, j'ai renvoyé le problème du Qatar à la gouvernance. Je vais vous éclairer. La FIFA, il y a un président et un comité exécutif qui est élu par 209 fédérations, dont, et vous avez au COMEX, la Papouasie, les îles Caïmans, etc. Comment voulez-vous, structurellement, naturellement, que des gens qui sont dans des pays où il n'y a même pas souvent une équipe de football, où le PIB est ou proche de zéro, ne soient pas sensibles aux valeurs de l'argent? Donc c'est là il y a un vrai problème. On a donné des pouvoirs, je ne sais pas comment le résoudre, très sincèrement. Je ne sais pas comment le résoudre, mais on a donné le pouvoir à des gens qui sont extrêmement faibles, qui sont extrêmement corruptibles. Après on leur dit, regardez, vous avez en face de vous le Qatar, la Corée du Sud, le Brésil, l'Italie, qui sont des pays qui ont fait du sport, ce que n'a pas fait la France, qui ont fait du sport un vecteur essentiel de leur développement, et qui sont prêts à y consacrer des milliards d'euros face à des gens qui sont élus dans des coins de la planète qui n'ont pas de quoi manger. Donc vous avez ce choc des cultures qui est gigantesque. Mais nous, par exemple, si on donne notre voix au Qatar, parce que le Qatar nous a promis, je dis n'importe quoi, d'acheter le Paris Saint-Germain, notre voix, elle compte. Et si ça a été fait comme ça, c'est pas bien, mais vous demanderez à inviter Michel Platini, il vous en parlera plus longuement. Si ça a été fait comme ça, c'est pas bien. Mais ce qui est important, c'est que la voix de la France, la voix de l'Allemagne, 7 millions d'habitants, de licenciés, pardon, 80 millions d'habitants, 7 millions de licenciés, ne compte pas plus que la voix d'Andorre ou de San Marin en Europe. Pilbler-Suren, est-ce qu'au Comité international olympique, c'est comme à la FIFA? Est-ce que c'est plus démocratique? Est-ce qu'il y a plus de squelettes? Ils ont eu un gros scandale en 2002 avec les JO de Salt Lake City. Et depuis, les procédures de candidature à l'organisation des grands événements est beaucoup plus transparente. La FIFA n'a pas encore eu tout ce gros scandale, même si c'est peut-être le Qatargate est peut-être le scandale dont ils ont besoin, et n'a pas encore mis en place toutes ces mesures de transparence, de normes procédurières pour réglementer un peu les procédures de candidature. Oui. Dominique Bailly, ça vous échappe complètement. C'est quand même l'affaire des fédérations internationales de savoir comment elles s'organisent. Ça m'échappe, oui et non, ça ne m'échappe pas, parce que en tant que parlementaire français et responsable et impliqué dans le débat sur meilleure gouvernance du monde sportif, on peut interpeller fortement les autorités, la fédération en particulier française. Soyez précis, là, sur l'affaire du Qatar, vous venez de constituer un groupe au Sénat, écoutez, vous pourriez demander à entendre Platini sur l'affaire du Qatar? Alors, pas sur l'affaire du Qatar, puisque d'ailleurs nous avons demandé de venir devant notre groupe de travail justement sur l'éthique sportive, donc ce sera une des questions qu'on pourrait éventuellement lui poser s'il daigne répondre à notre invitation, mais moi je pense que c'est effectivement la transparence. Alors il y a deux questions. Effectivement, il y a la question de comment arrivent en situation des responsables de certaines fédérations. Mais ça, c'est le règlement interne des fédérations ou du CIO. Bref, mais ça, on peut remettre en question ça. Hein. Pourquoi il n'y a pas d'élection directe? Pourquoi ce sont... Bon, bref. Et après, il y a la transparence. L'affaire qui est soulevée par France Football aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, en tant que parlementaire, j'ai pas les réponses.
La seule réponse de la FIFA, c'est de dire il n'y aura pas de réattribution. Mais sur des questions précises qui ont été évoquées par les journalistes de France Football, est-ce qu'il y a eu corruption ou pas, on doit quand même être en capacité assez rapidement de savoir si effectivement il y a eu des flux financiers ou pas. Moi, je suis pas enquêteur, je suis pas policier, mais manifestement, dans les prochaines semaines, on doit nous dire si oui ou non il y a eu corruption. Moi, j'attends des réponses précises. Effectivement, lorsque j'aurai des responsables des fédérations ou de la Fédération française de football en face de moi, je lui poserai la question. Mais c'est tout naturel, c'est quand même normal. Il y a une enquête. Hein, mais... Alors, est-ce qu'il y a une enquête ou il n'y a pas d'enquête? Il y a une enquête, mais aujourd'hui, on n'a pas encore les conclusions. Et François Villot, ça ne vous concerne pas, ça? Oui, alors là, l'affaire du Qatar, franchement, non, mais deux remarques. D'abord, je voudrais vraiment saluer le rôle du CIO aujourd'hui, notamment sur la question des paris sportifs. C'est probablement l'organisation sportive internationale, d'abord qui est la plus importante, mais la plus investie. Et elle est très active au sein du Conseil de l'Europe. Et donc, je pense que le CIO... en la matière, est assez clairvoyant. Il faut vraiment saluer le travail du CIO. Je ne dirais pas la même chose d'un certain nombre d'autres fédérations internationales. Sur le rôle du législateur, monsieur le sénateur, vous avez tout à fait raison. En France, les fédérations sportives sont des fédérations délégataires de services publics. Après tout, l'État peut très bien leur imposer des règles de transparence et des statuts. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait sortir de cette fiction de gouvernance sympathique, associative, etc., pour mettre de la transparence. Il faut concilier la légitimité démocratique et associative avec un principe d'efficacité et de transparence. Probablement, peut-être, conseil de surveillance, directoire. En tout cas, il faut y réfléchir. C'est la contrepartie de la délégation de service public. Dominique Bailly, ça ne vous a pas échappé que tout à l'heure, Jean-François Villot a dit les valeurs du sport, moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous constituez un groupe de travail. C'est sur les valeurs du sport que vous le constituez. Sur l'éthique sportive. Mais il y a quand même des valeurs... Alors, c'est quoi les valeurs du sport? Non, mais je pense que les propos du président, c'était de dire que ce n'est pas à partir du moment où on a le label sportif que rien ne peut déraper. Et là, on est d'accord. Mais l'éthique sportive, c'est quand même des valeurs qui sont véhiculées par un engagement, une pratique du sport. D'abord par la santé, par la prévention, et puis effectivement de ce vivre ensemble que j'évoquais à un moment donné. Ça, ce sont quand même des valeurs fondamentales du mouvement sportif. Mais c'est pas parce qu'on est impliqué dans le mouvement sportif qu'on est un honnête homme. Oui, juste rajouter quelque chose. C'est vrai qu'on demande beaucoup au sport, c'est vrai. Mais en même temps, dans le sport, il y a beaucoup d'argent. Et là où il y a beaucoup d'argent, comme aussi en politique ou dans les multinationales, dans l'économie, il y a aussi des cas de corruption. Donc les valeurs du sport, vous doutez fortement des valeurs du sport? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas plus de corruption dans le sport que dans d'autres secteurs, comme en politique, comme on voit dans beaucoup de pays. La question d'argent, c'est une question de médiatisation. Parce qu'il y a beaucoup moins d'argent dans le sport que dans l'industrie ou que dans la politique. Mais c'est une question de médiatisation. Mais moi, le CIO, il faut pas... On peut être optimiste. Le CIO, il y a quelques années, qu'est-ce qui a changé au CIO profondément? C'est qu'il y a un président formidable depuis 2 mandats, qui va même malheureusement laisser son mandat, mais on a un président formidable, un Belge, et c'est pour ça que le CIO s'est réformé. Donc on peut aussi, des fois, faire confiance aux institutions pour se réformer. En France, regardez le politique. Il y a la Fédération française de football. J'y étais malheureusement candidat. Il y a le CIO dit. Le CIO fait une recommandation. On n'a pas le droit de se présenter à plus de 70 ans. Le CIO fait une recommandation. Les 2 candidats ont 71. Enfin, à 71, l'État n'a rien dit. Bon, non, parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas, en fonction des outils... on est au moins d'accord là-dessus. C'était pas évident au départ. Vous êtes d'accord tous les 4 pour dire c'est au législateur de se mêler de ces questions-là. Oui, le politique. On a bien entendu Jean-François Villot, Dominique Bailly, Pim Verschuren, Jean-Christophe Boucher, merci. Merci à Aurélie Dafas de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Benoît Duquesne pour un débat qui portera sur la sécurité dans le nucléaire. À très bientôt.